Il ne vous a pas échappé que l'élection du 7 octobre a désigné le seul candidat qui n'a pas proposé de solution à la crise que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous les autres candidats ont pu s'exprimer, tous les autres candidats ont donné ce qui, de leur point de vue, pouvait être la piste vers la meilleure solution. Le RDPC ne s'est pas exprimé sur cette question-là. La seule chose que l'on sait, c'est que du point de vue des militants de ce parti et donc des votants, leur candidat, M. Biya, serait le meilleur. Le meilleur, pourquoi faire? On ne sait pas. Donc déjà, il faudrait revenir aux sources et considérer que nous vivons une crise qui est également la crise d'un système qui peut-être, ne voulant pas se remettre en cause, n'a pas trouvé bon de devoir exposer un dispositif, un appareillage pour solutionner cette crise-là. Mais le choix des électeurs a été de favoriser, y compris dans ces deux régions, puisque si on regarde les scores de M. Biya, de Maurice Kamto, de Joshua aussi, le parti qui n'a pas de solution pour ces deux régions-là. Mais s'il y a une solution que ce parti pratique, qui est l'usage de la force, le rétablissement de la sécurité, de la paix par la force, et pour l'instant, aucune évocation de ce que pourrait être éventuellement un dialogue ou un processus de négociation, d'échange, de partage d'intentions pour sortir le Cameroun de ce problème et ces deux régions des difficultés qu'elles connaissent. Mais il ne vous a pas échappé non plus que la façon dont le problème est discuté depuis plus de 2 ans maintenant est tout sauf honnête et que beaucoup de points de vue qui se sont exprimés en réalité témoignent de ce que les francophones ont acté, leur désir de coloniser tout le Cameroun, y compris les deux régions, et surtout les deux régions qui échappent encore à cette emprise idéologique et fonctionnelle notamment. Beaucoup de plateaux télé ont été organisés sans qu'un représentant de ces deux régions ne prenne la parole. Ce sont des francophones essentiellement qui ont parlé de la crise anglophone. En tout cas, dans cette partie-là du Cameroun où nous nous trouvons, le débat a été essentiellement un débat entre francophones. Et pour l'essentiel, ces francophones-là ont refusé de reconnaître les spécificités des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Notamment d'ailleurs refusé de les reconnaître parce qu'ils ne les fréquentent pas. Ils n'y sont jamais allés ou très rarement, ou n'y sont pas allés en essayant d'observer ce qu'il y a de particulier dans les sociologies des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc aujourd'hui, on est face à deux éléments qui sont violents dans la façon dont ils sont disposés et la façon dont ils s'opposent à nous. Premier élément, c'est qu'il y a le refus de reconnaître l'existence d'un problème. Ou ce que l'on dit du problème, ce sont ses conséquences, les violences, les morts, les destructions, mais pas les causes. Ou quand on cherche les causes, on va fouiller partout, notamment dans les recoins de l'histoire qui ne sont pas les plus utiles ou les plus utilisables, mais on ne va pas chercher dans l'histoire immédiate et la façon dont notamment l'appareil politico-administratif s'est radicalisé depuis un certain nombre d'années autour de certaines vérités. Et puis ensuite, il ne nous a pas échappé, et c'est le deuxième écueil et qui est violent, que pour l'instant, l'idée de dialogue ou l'idée de reconnaissance ou l'idée d'acceptation ne représente pas l'essentiel des préoccupations de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Et fort de ces certitudes, ou pensant que c'est purement anecdotique de soulever ce que vous avez relevé, de questionner ce que beaucoup d'autres interrogent, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement du système éducatif par exemple, les rapports sociaux même simplement, refusant de voir cela ou d'examiner cela en profondeur, on arrive aujourd'hui à une impasse. Je crois que cette solution est à la fois très évidente et
très complexe à mettre en œuvre. Évidente parce qu'elle passe par une notion simple, dialoguer. Mais complexe parce que dialoguer de quoi? Dialoguer avec qui? Dialoguer quand? Dialoguer où? Dialoguer pendant combien de temps? On rentre dans beaucoup de difficultés. Nous sommes sous l'emprise d'un régime qui ne sait pas discuter, qui ne sait pas écouter. On l'a vu quand des retraités manifestent pour que leurs droits soient enfin respectés, on ne les écoute pas. On l'a vu quand des syndicats essayent de faire émerger des revendications catégorielles, on ne les écoute pas. On l'a vu dans beaucoup de situations où dès qu'il s'agit de prendre en considération les attentes, les désirs, les besoins, de tenir compte des problèmes des autres, le système devient subitement autiste, se ferme et envoie la police, ce qu'on appelle les forces de l'ordre, pour faire taire ceux qui revendiquent. Donc, l'évidence, c'est la nécessité du dialogue. La difficulté, c'est comment on dialogue quand on est seul et qu'on n'a pas d'interlocuteur. Par ailleurs, si on veut une bonne solution, de mon point de vue, je ne dirais pas moi président, mais de mon point de vue, ça suppose de complètement sortir de ce qui est une orthodoxie en matière de pensée. Les anglophones ont une expression « think out of the box ». Il faut être capable de penser hors des catégories habituelles. J'ai lu les programmes des candidats, j'ai trouvé beaucoup de choses sur la fédération, le régionalisme, la décentralisation avancée. Oui, ok. Mais si on cherchait toute autre chose, si on repensait tous nos paradigmes, si on révisait tous nos ajustements, là peut-être on pourrait solutionner non seulement cette crise-là, mais beaucoup d'autres.